Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité ici en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le lundi 6 mai 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons de l'existence cachée du bagne des thons avec Jean-Marc Villermé, auteur d'un livre sous forme de témoignage à ce sujet. Lucie Hainaut viendra nous présenter sa chronique mensuelle et comme chaque lundi, du sport. Ce soir, focus sur les Chevaliers du Lac d'Annecy. On parle là de hockey sur glace. Mais avant toutes ces réjouissances, vous en avez désormais l'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. Salut Clémence. Salut Seb. Qui vient nous présenter les titres de ce journal du 6 mai 2019. On commencera avec un prix littéraire décerné par des collégiens que tu as rencontrés samedi. Exactement, puisque dès les adolescents et les livres, l'équation n'est pas négative, ça fonctionne plutôt bien. Ils étaient donc rassemblés ce samedi au Centre culturel d'Aix-les-Bains. Et donc ce sont des collégiens savoyards qui ont rencontré des auteurs de romans et ont assisté à la remise du prix littéraire pour lequel d'ailleurs ils ont voté. Et puis une belle rencontre avec un grainotier. Oui, alors c'est une rencontre surtout avec un savoir-faire qui se perd, donc grainetier comme tu le dis. Et ils ne sont plus que 2 en France à commercialiser et sélectionner des graines de fleurs et de légumes. En Haute-Savoie, c'est la société Ducrète qui fait perdurer ce métier ancestral du coup. On enchaîne avec notre revue de presse quotidienne et non exhaustive. On commence avec une compétition de ski en Albanie. C'est une histoire un petit peu particulière et une jolie histoire racontée donc sur le site France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Des moniteurs de ski de Courchevel 1650 est l'unique station de ski d'Albanie. Alors Pista Biguel, je crois que ça se prononce comme ça, est située à 4 heures de route de la capitale. Il y a 5 ans, Lionel et Géraldine sont 2 moniteurs de Courchevel, tombent sous le charme de cette petite station et décident de l'aider à se développer. Alors depuis leur première rencontre avec Thomas Tachot, c'est le créateur, il est créateur de la station, de nombreux dons sont arrivés pour équiper cette toute petite station, comme bien sûr du matériel de protection, des skis, ça ne s'invente pas, des chaussures, des vêtements, et la société des remontées mécaniques de Courchevel a également offert un tapis roulant à la petite station. Il faut savoir qu'à Pista Biguel, la quasi-totalité des pratiquants n'ont jamais skié. Grâce aux efforts des moniteurs et de Thomas Tachot, les premiers championnats nationaux de ski en Albanie ont été organisés dans la station. Alors la compétition a attiré des dizaines de skieurs, enfants, seniors et vétérans ont enchaîné les courses. C'est donc une belle histoire pour cette toute petite station qui est devenue pionnière en Albanie. Et puis c'est pas un scoop, hein. Nous sommes tous accros à nos smartphones, spécialement en Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. Alors, cette petite question, depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas regardé ton téléphone? Il est 18h02, 17h59, ça doit faire 3 minutes. Exactement. Eh bien, comme tu le dis, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes qu'on est le plus accro. Ce n'est pas moi qui le dis du coup, mais une étude réalisée par Ipsos. L'étude a été commandée par la SFAM, qui est une société spécialisée dans l'assurance destinée aux objets connectés. Alors, selon cette étude, 44% des Français sondés passent plus de 2 heures par jour sur leur téléphone mobile. Et les plus accros sont donc les habitants de la région Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Là, 10% des sondés reconnaissent passer plus de 6 heures quotidiennement sur leur portable. Alors notre région est la première si on décompte ceux qui passent plus de 4 heures par jour sur le téléphone, puisqu'ils sont 16% contre 10% en Île-de-France. Alors à l'heure où on commence à entrevoir un petit peu les dommages que les écrans peuvent avoir sur notre cerveau, il y a peut-être quelques questions à se poser. Et un dernier petit pourcentage pour finir. L'étude montre que pour 39% des Français, perdre leur smartphone reviendrait à perdre une partie de leur mémoire. Moi, ça me fait penser à une série de science-fiction un peu dramatique en ce moment sur différentes plateformes de streaming et ça me fait un petit peu peur en fait. En plus, maintenant, sur la plupart des téléphones, on peut savoir son temps d'utilisation du téléphone. En plus, donc on n'a pas d'excuse pour se dire « Ah non, moi je ne suis pas dans cette tranche-là ». Toi, Seb, pour ta revue de presse, tu nous parles des élections européennes du coup qui approchent. Oui, ces prochaines élections européennes qui sont déjà historiques, puisque pour le scrutin du 26 mai prochain, les Français auront le choix entre 33 listes. Il s'agit donc là d'un record pour ces élections européennes. Avec 79 personnes par liste, on arrive donc à un total de 2607 candidats. Le risque d'éparpillement et d'éclatement des voix est donc à prévoir. À titre de comparaison, en 1999, où l'élection avait lieu au scrutin de liste nationale, comme cette année, puisque lors de 2014, c'était un scrutin différent, seulement 20 listes étaient présentes. Donc voilà, ça prouve que, encore une fois, toujours plus de candidats, ça ne donne pas forcément une bonne image. Et je pense qu'il y aura des surprises et puis on l'a dit, hein, sûrement un éclatement des voix, malheureusement.
Et on reste dans l'idée du vote, voter pour restaurer des sites de Savoie. Oui, quelques semaines après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de nombreuses voix s'étaient élevées pour demander que le petit patrimoine fasse lui aussi l'objet de travaux de restauration. Nos confrères du Dauphiné Libéré ont donc eu l'idée de lancer une concertation sur Internet pour savoir quels sites faut-il restaurer. Il est possible de voter dans tous les départements couverts par le quotidien régional. J'ai pris un exemple, l'exemple de la Savoie. Et pour le moment, c'est le fort Victor-Emmanuel d'Ossois qui arrive en tête des votes devant la gare de départ de téléphérique de Mouxy et le château de Buisson-Roux à Chambéry. Donc voilà, c'est une initiative assez intéressante. Et puis c'est vrai que c'est bien de donner pour la cathédrale Notre-Dame, mais c'est aussi bien de donner pour les autres monuments qui en ont aussi bien besoin. Absolument, il est très très beau en plus ce fort. Merci beaucoup Clémence, à tout à l'heure. Allez, on démarre notre émission avec notre premier invité dans notre rubrique Dans l'actu. Jean-Marc Villarmé, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien et vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un livre que j'ai en ma possession. J'ai été disciplinaire au Fort d'Eton, que je montre à la caméra, que vous avez écrit avec monsieur Arsène Altmeyer, où on y apprend l'existence d'un bagne, un bagne secret du côté d'Eton, entre 1962 et 1972. Oui, exactement. En 2015, je terminais des travaux de thèse à l'université Savoie-Mont-Blanc. Mes recherches étaient quasiment achevées. Je prévoyais une soutenance l'année suivante. Et puis j'étais quand même interpellé sur le sujet qui m'intéressait, les dynamiques territoriales en Savoie, particulièrement en vallée de Maurienne. Il s'agissait de micro-histoire. J'étais interpellé par le fait de ne pas trouver beaucoup de documents concernant ce fort d'Eton après la Deuxième Guerre mondiale, et je savais qu'il avait pourtant été fermé seulement au cours des années 80. Donc j'ai eu l'idée de recourir à des moyens de communication très élaborés. Et pour faire de la recherche, aujourd'hui, Internet est un outil indispensable. Et j'ai tapé quelques mots-clés à partir de moteurs de recherche. Et subitement, j'ai vu apparaître à l'écran l'expression « bagne d'Eton ». Je me retrouvais directement sur des réseaux sociaux et des militaires, en tout cas des gens qui se désignaient comme des militaires, conversaient au sujet de ce bagne d'Eton, au sujet de ce lieu. Et tout ça m'a beaucoup interpellé et j'ai décidé de prolonger les recherches. Et puis soudainement, en cette année 2015, je suis tombé sur un site de vente par correspondance, le site eBay pour ne pas le nommer, et qui mettait en vente ce manuscrit que je vous montre et qui est là. Il s'appelle « J'ai été disciplinaire au Fort d'Eton ». Excusez-moi, je vais vous couper 2 secondes. On a un petit problème de son. Je vais vous donner ce micro pour continuer l'interview, pour qu'on puisse bien vous entendre. D'accord, merci. Donc, cette trouvaille, on peut dire, en 2015, c'est ce qui vous a donné donc cette idée ? Oui, c'est une découverte absolument incroyable. Lorsque vous êtes derrière un bureau, vous découvrez sur votre ordinateur des dessins, vous découvrez des textes extrêmement poignants, et puis la vente d'un manuscrit de 413 pages sur un sujet que moi-même, bien qu'étant historien, je ne connaissais absolument pas. Comment on peut expliquer justement que l'existence de ce bagne ait été totalement secrète ? Alors, le totalement secret, pas pour tout le monde. Forcément. Aux yeux de l'armée, du ministère de la Défense, ministère de l'armée, le bagne était connu. En tout cas, une partie des militaires connaissait parfaitement son existence. Une autre partie le connaissait de nom, et j'ai pu vérifier qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'on faisait au Fort d'Eton. Et puis, le commun des mortels, qui n'est pas militaire, ignore pratiquement tout de l'existence de ce bagne. Le mot bagne, il a été utilisé de diverses manières parce que les parlementaires en ont parlé. Le premier à évoquer le bagne, c'est celui qui précède Eton, puisqu'on est sur un bagne colonial et qui se trouve à Tinfushi, donc en Afrique du Nord. Et un sénateur, dès juillet 1959, utilise ce mot. Ensuite, d'autres parlementaires ont réinvesti cette expression et la prononcent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc il n'est pas secret pour tout le monde. Une partie de la classe politique sait de quoi elle parle. Par la suite, un livre est sorti en 1971 et il s'appelle « Les bagnes coloniaux de l'armée française ». Enfin, et il était référencé ? Et il est référencé, c'est François Maspero qui l'a « Les bagnes de l'armée française », c'est le titre exact, et c'est écrit « Fort-Eton, Silla, etc. » Voilà le titre exact. Alors ce manuscrit que vous avez donc trouvé, manuscrit il a été écrit par monsieur Arsène
Altmeyer. Voilà, alors il s'inscrit dans cette dynamique de production et de production qui était tout à fait dissimulée, puisque Arsène Altmeyer, quelque part, a écrit ce manuscrit entre 1970 et 1972. Et donc, il s'est soigné, quelque part. C'est une forme de thérapie pour lui que de passer par l'écriture. Et ce manuscrit, il l'a rédigé parce qu'il ne pouvait pas en parler autour de lui. Il y avait une forme d'incompréhension. Et finalement, il l'a confié à des réalisateurs pour porter à l'écran le contenu de son texte. Et puis c'est comme ça que le manuscrit a disparu pendant 20 ans. Pour quelle raison avait-il envoyé au Fort d'Eton? Alors, il a été envoyé au Fort d'Eton parce qu'Arsène Altmeyer est un acteur qui a été formé au Théâtre national de Strasbourg. Il est sorti avec un premier accessit de diction. Il a fréquenté un certain nombre de comédiens et d'acteurs très connus en France. Et donc, il était dans le monde du théâtre et de la culture. Et il explique très bien dans son manuscrit que des circonstances ont fait qu'en mai 1968, c'est le moment où il effectue son service militaire, il a fait du théâtre dans la caserne et évidemment il a été condamné. Donc il est passé devant le TPFA, qui est donc un tribunal militaire, ça n'existe plus aujourd'hui. Il a été condamné à 6 mois de prison et il pensait qu'il sortirait, qu'il avait purgé sa peine et qu'il avait fait amende honorable. Et en réalité, il a été envoyé au bagne d'Eton. Il n'en connaissait ni l'existence, ni ce qu'on y faisait, ni à quel moment il allait en sortir. Et c'est un petit peu tout cela qu'il a couché sur papier dans ces 413 pages du manuscrit. Alors il était comment ce bagne ? Alors, c'est un camp de travaux forcés. Je crois qu'on a énormément de témoignages aujourd'hui. Il a été étudié d'une certaine façon. Il n'y a pas de travaux scientifiques encore vraiment sur ce bagne d'Eton. Ils sont en cours, mais il a été évoqué à plusieurs reprises dans le cadre de travaux universitaires. Et puis, nous avons des témoignages aujourd'hui et nous avons beaucoup de documents, finalement, qui sont très variés. Et on sait que c'est un camp de travaux forcés. C'est-à-dire que, en clair, un certain nombre de bagnards sont obligés de creuser à un endroit. Ils partent d'un point A, ils remplissent une brouette, ils vont à un point B, et puis quand ils ont terminé de déverser leur contenu, eh bien ils reviennent remettre les cailloux qu'ils ont déversés à l'endroit où ils les ont trouvés. Voilà, c'est un exemple. On en a beaucoup d'autres. Indéniablement, les bagnards ont vécu des sévices corporels. Il y a eu des violences physiques, des violences psychologiques très fortes, et l'élément de torture le plus important était le calbo, c'est-à-dire un lieu où des gens étaient détenus, ils étaient mis à nu, ils étaient vraiment à poil, comme disent les bagnards, et on les mettait dans un lieu pratiquement sous terre, enfin en tout cas dans les sous-sols du Fort d'Eton, et c'est là que se trouvait le calbo, et certains bagnards y restaient fort longtemps sans être nourris normalement et dans des conditions d'hygiène et dans des conditions tout court très très difficiles. Il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué au début du témoignage d'Arsène Altmeyer. Alors je cite: « J'ai connu l'esclavage du Fort d'Eton et j'ai ressenti là-dedans, dans ma poitrine, un grand mal quand j'ai vu flotter au bout du mât les couleurs de ma patrie. » C'est un témoignage très très fort. Le fait d'ailleurs de vous appuyer sur ce témoignage, ça donne une véritable symbolique à votre ouvrage. Oui, c'est d'autant plus symbolique que le fait de le dire est important parce que les bagnards n'avaient pas le droit de regarder le drapeau tricolore. On leur demandait, dans le Fort d'Eton, de tourner le dos. Ils n'avaient plus l'honneur de servir, ils n'avaient plus l'honneur d'être soldats, donc ils avaient ce costume de bagnard et en fait, ils étaient exclus. C'était une forme d'exclusion en réalité. Dernière chose, est-ce que vous avez voulu faire passer un message avec ce livre ? Ce livre est le fruit du hasard. Je n'avais pas prévu, en faisant ma thèse, de publier cet ouvrage. À partir du moment où j'ai retrouvé l'auteur de ce manuscrit, nous avons convenu avec le directeur des archives du département de la Savoie, puisque le manuscrit est aujourd'hui dans les collections du département de la Savoie, nous avons convenu ensemble qu'un ouvrage verrait le jour. Jean Luquet en a été informé et Arsène Altmeyer a tout mis en œuvre pour que ce livre sorte. C'est un témoignage extrêmement précieux parce que il a été rédigé au moment où le bagne existait encore. Donc nous avons des détails. J'ai demandé à Arsène Altmeyer de faire disparaître les noms propres parce que les descendants des acteurs n'ont pas à être impliqués dans cette histoire. Néanmoins, le témoignage que nous avons aujourd'hui à travers ce livre est extrêmement poignant en effet.
Merci beaucoup Jean-Marc Villarmet. Vous saluerez pour nous Monsieur Altmeyer qui devait être sur le plateau, qui malheureusement n'a pas pu être présent. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, merci. on enchaîne avec, je vous en prie, on enchaîne avec notre rubrique Bonne idée avec Lucille Hainaut, gérante de Ludivine. Salut Lucille. Salut. Alors, je t'espère en forme. Les beaux jours arrivent. J'imagine que c'est une période que tu attends avec impatience. Toujours, comme tout le monde, je pense. Alors ce soir, tu as choisi de nous parler d'une routine beauté zéro déchet, donc à faire soi-même. C'est Voilà. en plein dans la tendance. C'est en plein dans la tendance, c'est un thème On a d'ailleurs chez nous d'actualité. quelques adeptes du zéro déchet, de la routine fait maison. Bon, bah, bravo. Voilà, le zéro déchet, c'est un thème d'actualité. Aujourd'hui, la question de l'environnement est au cœur du changement. Beaucoup de personnes cherchent à changer leurs habitudes et passent ainsi à ce mode de vie. Le mouvement zéro déchet, c'est déjà prendre conscience que nos choix ont un réel impact sur l'environnement. C'est bien de le préciser. C'est un mode de vie qui amène à se questionner sur ses réels besoins et ainsi consommer mieux. Et à l'heure actuelle, il existe de plus en plus de marques qui proposent des produits pour changer justement ses habitudes qui sont pas faciles, il faut le dire, mais qui amènent à consommer moins, mais mieux. Donc là, ce soir, je vais te montrer quelques produits qui en fait amènent à changer ses habitudes. Est-ce qu'il y a déjà, avant toute chose, est-ce qu'il y a des choses à savoir particulièrement quand on veut se lancer dans la fabrication de produits zéro déchet en termes de beauté? Alors, chose à savoir, il y a des petits DIY à suivre ou des recettes qu'on veut fabriquer soi-même. Là, moi, ce soir, j'ai plus montré des produits faits qui amènent à changer sa routine beauté sur le long terme, dans le durable et qui se comptent en années, qui sont des produits qui durent vraiment longtemps pour certains, pas tous. Et justement, j'ai dans la main le premier produit qui, selon moi, est indispensable, qui sont des carrés démaquillants lavables, carrés nettoyants lavables, qui s'adressent autant aux hommes, aux femmes qu'aux enfants, pour en fait mettre de côté définitivement ces disques de coton jetables, qui est une vraie catastrophe pour la planète, puisqu'il faut savoir que 20 carrés démaquillants lavables remplacent 6000 cotons jetables. Donc c'est quand même énorme. Et point de vue économique aussi, alors en fonction du kit qu'on va choisir, de la quantité qu'on va choisir, c'est une économie quand même qui est de 180 à 250 euros. Donc pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc là, c'est le premier produit, simple d'utilisation, où il faut juste changer ses habitudes puisqu'il suffit de les passer en machine avec ses habits habituels et ainsi de suite. On les réutilise, pour une durée de vie d'environ 7 ans. Donc c'est énorme. Deuxième produit, facile pour changer sa routine beauté, avec les brosses à dents. Donc là, j'en ai pris deux. La première que je vais vous montrer, c'est une brosse à dents en bioplastique. Donc, on est sur une brosse à dents en dérivé de ricin, qui est une plante qui absorbe le carbone. Donc, première chose positive. Et là, on va être sur une brosse où on peut changer la tête de sa brosse à dents quand les poils sont usés. Plutôt que de jeter sa brosse à dents en entier, on change juste la tête de sa brosse à dents. On peut pousser l'idée du zéro déchet jusqu'au bout. J'invite tout le monde à le faire en envoyant en fait sa tête de brosse à dents à un organisme qui le recycle et ainsi on fait le tour de ceci. Donc du coup, on a l'option bois en bambou, où on est sur des manches en bambou avec de l'encre biodégradable, des dérivés de ricin aussi au niveau de la tête. Juste pour le choix de sa brosse à dents en bambou, je vais juste donner un gros conseil qu'il faut choisir des marques qui n'utilisent pas d'irrigation artificielle pour la pousse du bambou, parce que ce serait aussi une catastrophe écologique d'un côté. Donc ce serait vraiment dommage. Après, je vous ai pris un shampoing solide. Donc shampoing solide. Ça ressemble à un cannelé. Un cannelé, ils sont moulés en forme de cannelé. C'est comme un pain de savon qui permet en fait d'économiser 2 bouteilles de shampoing liquide avec simplement ce cannelé-là. Il est fait bien sûr d'ingrédients naturels, donc on n'a pas de produits chimiques à l'intérieur, donc pas de résidus dans l'eau, qu'un gros point écologique. Et économique, et bien sûr, on en a pour tous les types de cheveux. Tout le monde s'y retrouve. Voilà. Pratique. Autre chose, je vous ai amené un auriculi. Auriculi, c'est pour remplacer les cotons-tiges Ça sent très mauvais. à usage unique. D'un point de vue écologique et puis aussi pour la santé. Oui, c'est vrai.
puisque les cotons-tiges poussent le cérumen à l'intérieur de l'oreille et favorisent les bouchons. Donc là, on est sur un auriculier qui évite tout ceci. Ce petit instrument est utilisé par les Chinois et les Japonais depuis extrêmement longtemps. Ça arrive seulement vers chez nous et c'est un auriculier qu'on garde à vie si tout se passe bien, avec la même fonction que les cotons-tiges, mais meilleur pour la santé. Après, dans ma petite besace, je vous ai amené un savon. Alors c'est tout bête, un savon, mais ça permet... Il y a quelque chose de particulier, je pense. Oui, il y a quelque chose de particulier. Ça évite les bouteilles en plastique. Donc, de nouveau, on est sur du zéro déchet. Et les savons sont bien meilleurs pour la qualité de la peau. Il faut choisir des savons qui sont saponifiés à froid. Ça veut dire qu'on a des propriétés hydratantes et protectrices grâce à la glycérine naturelle qu'ils contiennent. Donc on va bien au-delà de l'idée des savonnettes de grand-mère qui sont desséchantes, qui sont astringentes pour la peau. Et mon dernier produit qui va être idéal pour une routine zéro déchet, ça va être un baume. Un baume pour toute la famille. Donc là, ça va être un baume que je conseille sans huile essentielle pour que ça convienne jusqu'au tout petit, où je vais conseiller de privilégier des huiles végétales et des beurres végétaux bruts. Et ce baume, ça va être le couteau suisse d'une salle de bain écolo, puisqu'il va... Il fait tout. Il fait tout. Il nourrit le corps, le visage, les lèvres gercées, les talons secs, les mains sèches, les cheveux. Et on est du coup dans un objectif zéro déchet. Merci voilà. beaucoup. Merci à toi. Pour tous ces conseils. À bientôt. À très bientôt. Allez, on termine cette première partie avec du sport comme chaque lundi. Et ce soir, nous allons parler hockey sur glace avec mes deux invités, Cyril Papa et Johan Ruot, respectivement co-entraîneur-joueur des Chevaliers et président des Chevaliers du Lac d'Annecy. Bonsoir, messieurs. Alors, on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, les Chevaliers du Lac d'Annecy évoluent donc en Division 2, qui correspond à au troisième échelon national. Je vous ai invité pour faire un petit peu le bilan, même si la saison s'est terminée il y a quelques semaines. Président, on va commencer avec vous. Justement, avec le recul, quel bilan on peut tirer de cette saison 2018-2019 pour les Chevaliers du Lac? Un bilan très positif. Très positif. On finit troisième du championnat avec l'équipe des 2 et vice-champion de France avec l'équipe des 3. Donc 2 médailles. Donc saison très satisfaisante. Est-ce que sportivement, il n'y a pas une petite pointe de déception? On sait que l'aventure s'est terminée en demi-finale de play-off face à Clermont. Toujours un peu de déception quand on perd en demi-finale. Après, on est tombé contre le champion de France. On le savait que ça allait être compliqué. C'est du sport. Il manque pas grand-chose. C'est le sport. Hein. Un but chez nous, un but chez eux. C'est vraiment un score le plus petit qu'on puisse faire. Donc, Cyril, qu'est-ce qu'il a manqué aux Chevaliers du Lac pour viser et pour aller plus haut, en tout cas pour cette saison 2018-2019? Il a manqué plein de choses, mais je pense qu'on est surtout tombé contre un gros adversaire, Clermont-Ferrand en demi-finale, qui a fini donc champion. On a joué 4 fois contre eux cette saison, on a perdu les 4 matchs, ils étaient vraiment bien organisés. Ils avaient un bel effectif, donc on était en dessous d'eux, clairement. Donc je pense qu'il a manqué un petit peu peut-être de profondeur de banc, un petit peu de qualité peut-être en arrière. Donc plein de choses, mais voilà, c'était une bonne saison. On visait le top 4, on perd en demi-finale contre le champion. Je pense qu'on n'a pas à rougir. Et puis voilà, c'est vrai qu'on n'était pas non plus prêt à monter. On avait pas mal de choses à organiser avant de vouloir essayer de monter. Ouais. En tant qu'entraîneur-joueur, donc dans le groupe, à l'intérieur du groupe, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu sur la durée de cette saison? Non, il y a pas mal de positifs. On avait un groupe vraiment sympa. C'est des joueurs qui se connaissent depuis un petit moment pour la plupart. Essentiellement des Français. On attache beaucoup d'importance à ça, avoir vraiment une bonne ambiance de groupe. Donc ça passe aussi par le langage aussi. Quand on voit des effectifs où il y a des joueurs qui arrivent d'horizons, de pays divers, ça met toujours un peu plus de temps que la sauce prenne. Nous, voilà, il y a un bon groupe qui travaille vraiment dans le même objectif. Et puis après, voilà, on a eu pas mal de joueurs blessés sur la saison. Donc je pense que c'est ce qui nous a fait un petit peu défaut. Mais honnêtement, non, c'était une très bonne saison. Johan, il y a 2 ans, le club était sacré champion de D2, accédé donc à la Division 1. Vous avez malheureusement fait l'ascenseur. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu
je parle du club en général, faire il y a 2 ans, que vous ne referiez pas cette saison, pour la saison à venir? Ah bah, de toute façon, on en tire les conséquences. On sait qu'on a vu ce qui marchait pas. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne refera pas. Maintenant, on le savait en étant champion de France que c'était la Division 1. On sait ce que demande la Division 1. On travaille, on continue à travailler, budget, préparation hors de glace. C'est vrai qu'on a un club où la patinoire est full en termes de créneaux horaires et qu'il nous manque des heures de glace pour que les équipes, que ce soit aussi bien l'équipe première que le mineur, s'entraînent plus dur et plus longtemps. C'est des choses qu'on travaille, qu'on est main dans la main avec la mairie et qu'aujourd'hui commence à se dessiner un bel avenir pour le club en tout cas. Cyril, vous avez re-signé pour une saison supplémentaire. L'envie est toujours là? Bien sûr, l'envie est toujours là en tant qu'entraîneur-joueur. Après, bien sûr, je m'occupe des jeunes du club, mais oui, l'envie est toujours là. Cette saison, j'ai pris beaucoup de plaisir à entraîner, jouer, donc il n'y avait aucune raison que j'arrête. Le club a voulu continuer de travailler avec moi, donc c'était assez, Confiance. Assez simple. Ce sont des signes forts que vous envoyez avec la re-signature de Cyril. On a vu aussi Benjamin Arnaud, le capitaine, qui a re-signé. C'est important de montrer que... Le noyau, je pense qu'à Annecy, il y a un ADN et il faut le garder, cet ADN. Et avec Cyril, le travail qu'on fait, en tout cas cette année, ce qu'il a fait avec mon prédécesseur, Mickaël, fait qu'on avance vite et on progresse. Et c'est ça qui est intéressant pour justement arriver à être stable en D1. Tout simplement. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements cet été? J'imagine que oui. Bien sûr, on travaille dessus. Après, voilà, comme Johan disait, c'est que nous, ici, on arrive à attirer des joueurs qui ont un beau vécu, qui ont pu jouer en tant que professionnels en Ligue Magnus. Donc, le plus haut niveau, ils viennent ici entre guillemets après carrière. Donc, ils commencent à travailler, à jouer au hockey un petit peu à côté. Puis, bon, une fois qu'ils sont installés, ils restent. Et c'est grâce à ça donc on arrive à avoir une bonne ossature de joueurs français. Et puis voilà, après chaque année on essaye de s'améliorer, donc on voit ce qui ne va pas, on essaie de chercher un petit peu des recrues qui vont faire un réel apport à l'équipe. Voilà, c'est le boulot qu'on fait en ce moment. Président, vous venez d'évoquer la D1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif il est affiché pour la saison qui démarrera au mois de septembre là, L'objectif est affiché forcément. Aujourd'hui, on travaille fort pour avoir une équipe stable. Je le dis suffisamment qu'à Annecy, préfecture de Haute-Savoie, on doit montrer une belle voie. Et aujourd'hui, avec un bassin de vie à 260 000 habitants sur Annecy, on doit avoir une équipe qui soit D1. Donc la Magnus est encore trop loin, beaucoup trop loin pour nous. Mais en tout cas, sur la D1, on n'en est pas très loin. Donc on continue à travailler pour. Le fait d'avoir Chamonix donc, en Ligue Magnus, Courchevel, Méribel-Pralognan et le Hockey Club du Mont-Blanc en D1, Chambéry qui descend et vous en D2, c'est quoi? C'est une force ou c'est une faiblesse selon vous d'avoir autant de clubs dans un territoire, même si on est forcément ici ADN, territoire du hockey sur glace, c'est plutôt un avantage? Moi, je pense que c'est plutôt un avantage parce qu'on arrive à créer des derbies. Donc ça remplit les patinoires des deux côtés. Puis après, on peut considérer qu'il y a beaucoup d'équipes dans la région, mais il y en a moins qu'avant. Avant, par exemple, Megève, Saint-Gervais étaient séparés. Là, voilà, ça fait des beaux derbies. Il y a aussi Morzine qui est pas loin. On va les jouer en D2. Ils ont une grosse ambition d'ailleurs. Donc, non, je pense pas que ça soit un frein, bien au contraire. Dernière chose, on sait que les clubs de hockey sont souvent confrontés à de réelles difficultés économiques. Au plus haut niveau, comment on fait pour diriger une structure comme la vôtre alors quand on évolue en D2? Comment on fait pour la tenir? Pour la tenir, on trouve des partenaires. On essaye d'aller, on cherche de plus en plus de partenaires. On essaye de faire des économies là où on peut les faire. On évite d'aller se payer des joueurs qu'on n'a pas les moyens de se payer. Et puis, on essaye d'avancer un pas devant l'autre, tout en gardant une structure mineure. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et j'y tiens, Cyril y tient. Et c'est pour ça que ça marche et qu'on continue ensemble. C'est qu'il n'y a pas que l'équipe première. C'est bien l'équipe première. Elle est là pour être vitrine. Mais il y a tous les jeunes et tous les jeunes du club. Et c'est ça, c'est notre pyramide. Et il faut qu'on continue à évoluer à avoir de plus en plus de jeunes qui montent et avoir des joueurs en élite et qui font évoluer ce club et ce hockey français. Merci beaucoup. Par contre, moi, je vais finir juste parce que vous avez été partenaire et vous êtes encore partenaire pour la saison prochaine. Donc déjà, pour ça, je vous remercie. Et pour ça, Cyril, je te laisse...
Allez, le soin je te laisse le micro. d'offrir le maillot C'est à gentil. Sébastien. Merci beaucoup. Je le porterai fièrement et puis on continuera bien évidemment à. Ce qu'on à peut vous dire, suivre c'est que l'année les prochaine. matchs donc, vont être télévisés l'année prochaine. Donc, on a la fibre qui est arrivée à la patinoire, enfin, après une saison. Et que donc, voilà, les matchs vont être télévisés. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Bravo et puis bon courage pour la suite. Merci. Merci. Allez Clémence, je vous invite à rejoindre la régie. Clémence me rejoint pour ce rappel des titres. On parlera notamment de collégiens qui ont décerné un prix littéraire ce week-end. Oui, au Centre culturel des congrès d'Aix-les-Bains, ça s'est passé samedi précisément. Ils étaient près de 600 collégiens de Savoie et de Haute-Savoie à s'être rassemblés pour passer une journée sous le signe de la lecture. J'en dis pas plus. Et puis Jean-Paul Crespy est allé à la rencontre d'un grainotier. Oui, alors ils sont plus que 2 en France, donc c'est donc un savoir-faire qui se perd petit à petit. Donc rencontre dans ce JT avec ce savoir-faire et cette découverte. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par la rédaction. À tout de suite.